Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes. En tout cas, je vous souhaite une très belle nouvelle année. Alors, quelques mots sur Delville Management pour ceux qui ne nous connaissent pas bien. Donc, cabinet de management de transition pure player. Nous sommes 65 collaborateurs avec une présence à Paris, Lyon, Lille, Nantes, Toulouse, Strasbourg, Munich et Milan que nous venons d'ouvrir. Nous démarrons aujourd'hui notre 18e Delville Academy. Donc, la Delville Academy, ce sont des spécialistes qui viennent partager leurs expertises auprès de notre écosystème. Nous avons le plaisir de recevoir ce matin Xavier Brinjvic, fondateur de Clashman Corp, une agence de communication engagée et d'influence positive. Xavier est expert en communication de crise et stratégie d'influence pour les entreprises exposées à d'intenses enjeux d'image, de réputation, de débat public et de transformation. Il va donc nous indiquer si les entreprises peuvent s'inspirer des méthodes activistes. Pendant cette intervention, je vous propose de poser vos questions dans la partie Q&R en bas de votre écran. Xavier, je te laisse donc la parole. Bonjour Delphine, bonjour à toutes et à tous et merci de me donner la parole. Donc oui, on va parler d'activisme aujourd'hui ce dont je vais vous parler, c'est c'est un focus sur une partie d'un workshop qui est un peu plus global, qui s'appelle Stratégie d'influence, communication de crise et menaces activistes. Et c'est vrai que l'activisme, on en parle beaucoup. On a l'impression que ça vient percuter un petit peu la vie des entreprises et plus globalement la société. Et donc là, on va se placer dans une double perspective. C'est à la fois comment les entreprises peuvent se prémunir des menaces activistes, comment elles peuvent transposer dans le monde du corporate des méthodes qui sont empruntées au monde de l'activisme militant, et comment les entreprises peuvent également bénéficier, puiser dans le monde de l'activisme des relais, des leviers qui peuvent les aider à avoir davantage d'impact. Donc, on va commencer. Là, vous avez le lien vers le descriptif de mon workshop complet. Je vais aller assez vite parce qu'on a peu de temps. Le workshop, normalement, il dure 3 à 4 heures. Là, on va essayer de tenir en 30-35 minutes et on va vraiment se focaliser sur la partie activiste. Je me présente très rapidement, diplômé de Sciences Po. J'ai travaillé dans des sociétés assez différentes, des secteurs d'activité très différents, en entreprise ou en agence. Et pour vous parler d'activisme, je ne viens pas de nulle part. C'est-à-dire que j'ai moi-même été un activiste. Là, vous me voyez en train de prendre des coups de matraque quand j'étais étudiant et que j'avais des cheveux. J'ai fait beaucoup de manifestations, j'ai été très engagé. Je tiens tout de suite à vous rassurer, aujourd'hui, je suis toujours, alors pas vraiment un activiste, mais je suis toujours engagé. Je suis élu local, conseiller municipal à Saint-Cloud. Là, j'étais candidat aux législatives en 2022 en Normandie. Et je fais partie du Parti radical de gauche, donc les radicaux de gauche, c'est le centre-gauche. Je suis également très sportif, je fais du triathlon longue distance et président d'un club de tennis. Voilà pour les présentations. Alors, pour rentrer dans l'activisme, je trouve qu'il y a un exemple qui est assez intéressant, c'est celui du secteur aérien. Je trouve qu'il est assez emblématique et on va s'en servir pour rentrer dans le sujet et voir comment le secteur aérien, quelque part, a perdu la bataille culturelle. Je ne sais pas si cette notion de bataille culturelle vous est familière. Il y a cette citation, il faut mener la bataille culturelle pour gagner la bataille politique, que vous avez sûrement entendu à de multiples reprises, que ce soit en écoutant la radio, en regardant la télé, dans les journaux. Et on la doit à ce monsieur, Antonio Gramsci. Quand on parle d'activisme, quand on parle d'influence, c'est un philosophe, un penseur qu'il faut connaître. On y reviendra en conclusion pour présenter un petit peu plus en détail sa pensée. Alors, le secteur aérien, vous avez tous vu ces dessins, ces polémiques. Il y a 2 ans, un été, c'était sur les jets privés. Alors, il y avait tout un mouvement mondial contre les jets privés. Et voilà, il y a beaucoup de choses. On a dénoncé les ultra-riches, les émissions de gaz à effet de serre, etc. Et c'est une interpellation qui est légitime et qui a pris beaucoup d'ampleur. Là, on va regarder les 7 règles d'or pour voyager responsable qui sont édictées par Greenpeace. Et Greenpeace, c'est pas n'importe quoi. Et vous regardez que dans leurs 7 règles d'or, la première, c'est éviter l'avion.
Et la deuxième, la septième, regardez en bas, évitez l'avion vraiment. C'est vous dire que l'heure est assez grave pour le secteur aérien qui est vraiment dans l'œil du cyclone. Et vous rajoutez une petite couche avec cette citation que vous avez peut-être entendue. Je suis en faveur d'un système communiste, riche ou pauvre, vous n'auriez droit qu'à 3 ou 4 vols dans votre vie. À qui la doit-on? Eh oui, à Jean-Marc Jancovici, qui a un impact absolument phénoménal et qui produit des informations extrêmement intéressantes qui viennent irriguer tout le débat public sur l'environnement et la décarbonation. Alors, le secteur aérien, je ne vais pas revenir dans le détail, mais ils ont fait leur petit livret pour dire stop aux idées reçues sur le secteur aérien. Donc, le petit Q&A qui va bien, question and answers, et avec plein d'arguments. Je ne vais pas tous les détailler, mais tout ce qu'ils ont dit pour se défendre est vrai. C'est incontestable, c'est vrai. Pour autant, quand on creuse un petit peu, on voit que c'est à la fois très défensif, très rationnel, très global comme approche. Ça manque parfois un petit peu de crédibilité et surtout qu'ils n'ont pas compris le rôle des symboles et de la responsabilité personnelle des personnes qui prennent l'avion. Et tout ça, donc là je vous le fais en hyper rapide, hein, j'en suis désolé, normalement je détaille un petit peu plus, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'aviation est devenue l'incarnation de la crise sociale et environnementale que traverse la planète. Et c'est important de comprendre que l'on devient euh, l'objet de quelque chose qui nous dépasse. L'aviation civile, c'est devenu un symbole, un archétype, et donc l'aviation, c'est devenu l'incarnation du mal. Quand on parle d'activisme, quand vous êtes une entreprise, que vous êtes confronté au phénomène activiste, il faut être capable de se décentrer et de savoir ce dont nous sommes le mot, ce que l'on représente. Et parfois, en tout cas moi c'est quelque chose que je constate, dans plein d'industries qui sont un petit peu challengées, les gens ont du mal à comprendre, mais pourquoi ils m'embêtent les activistes? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et c'est important souvent d'avoir un regard extérieur pour être capable de prendre conscience de ce dont on est l'image. Et tous les secteurs sont concernés, hein. Il n'y a pas que le secteur aérien. Là, j'ai mis une liste, mais la liste, elle est absolument infinie. Aucun secteur n'est épargné. Alors, si on revient plus en détail sur l'irruption et la puissance du phénomène activiste, euh, déjà, quelques définitions. Là, je suis parti de quelque chose d'extrêmement simple, c'est définition du Larousse ou du petit Robert, je ne sais plus, mais l'activisme est une forme d'engagement ou d'action politique qui vise à promouvoir un changement. C'est très basique, c'est très littéral, mais je pense qu'il faut parfois revenir aux fondamentaux. Et les activistes sont des individus ou des groupes de personnes qui défendent des causes. OK? Donc ça, c'est pas très compliqué à comprendre jusqu'à présent. Et on en a plein d'exemples hein, dans l'environnement, dans le mouvement social, dans la construction, etc., etc. Et tout le monde est concerné. Je me souviens, au printemps dernier, c'était assez nouveau. D'habitude, on avait tous les activistes qui manifestaient à l'Assemblée générale de Total pour dire que Total, ce sont des méchants et qu'ils investissent dans les énergies fossiles. Mais on a également eu Amundi, donc un gestionnaire d'actifs, dont l'Assemblée générale, l'année dernière, a été perturbée par des manifestations activistes. Donc, tout le monde est potentiellement concerné. Et pourquoi Amundi? Parce qu'ils avaient encore des investissements dans des secteurs qui investissaient dans l'énergie fossile. Alors, le sujet de l'activisme, c'est pas un sujet ésotérique. C'est pas moi, Xavier Brunschvicg, qui tout d'un coup s'est dit ah l'activisme c'est un sujet. Vous avez déjà de la littérature qui s'intéresse au phénomène. Vous avez des chercheurs, vous avez des sociologues, des universitaires américains, des experts en management. Et il y a notamment ce livre, The Activist Leader, qui est sorti il y a un an ou deux environ. Alors, c'est des trucs à l'américaine, donc ça vaut ce que ça vaut. Mais je trouve que ça vient légitimer l'approche qui consiste à s'intéresser au phénomène activiste. Et ce livre, il est plus sur, c'est pas tant comment je me protège des activistes que comment des patrons, des patronnes ont géré leur boîte en s'inspirant des méthodes activistes. Donc, ils analysent tous les types de crises qu'on peut avoir, etc. Et le plus intéressant, je trouve, dans la démarche,
c'est ce que vous voyez en bas à droite de votre écran, cette citation. If you want to be a successful leader in today's business world, you need to think like an activist. Et ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Ça vient vous inciter à adopter un mindset un petit peu différent et à vous inspirer des méthodes activistes. Alors, néanmoins, il faut rester zen. Vous n'êtes pas obligé, si vous dirigez une entreprise ou si vous êtes cadre dirigeant d'une entreprise, vous n'êtes pas obligé de vous transformer en activiste. Voilà, il n'y a pas d'obligation, c'est pas toujours pertinent. Et quand bien même vous le feriez, vous avez des patrons, tout ce qu'il y a de, propre, de plus propre sur eux. Là, on a Christopher Guérin, qui est le CEO de Nexens, que j'ai un petit peu accompagné et qui, lui, a publié ce bouquin et qui se comporte comme un activiste. Vous voyez, il est bien coiffé, il a une cravate, tout se passe bien, c'est pas un punk à chien. Et vous avez plein d'autres patrons qui vont avoir un engagement, vont avoir la volonté de prendre des positions assez fortes sur tout un tas de sujets. Alors, donc voilà, l'activisme, c'est pas un phénomène ésotérique qui vient de nulle part. Ce qu'il faut comprendre sur l'activisme, c'est que les causes sont extraordinairement diverses. Là, j'en ai mis un certain nombre, je ne vais pas toutes les lister, mais vous remarquerez que ça part des droits de l'homme et que à la fin, j'ai mis aussi l'islamisme, le wokisme ou le nazisme. Ça peut être n'importe quoi l'activisme. Il n'y a pas de jugement de fond. Moi, ce qui m'intéresse, c'est davantage les méthodes. Et je porte aucun jugement sur le bien fondé des causes qui sont défendues par les activistes. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'elles peuvent être extraordinairement diverses et qu'elles utilisent des formes multiples d'engagement. Vous avez évidemment les manifs, ça c'est le plus classique, tout le monde a vu des manifestants. Vous avez tout ce qui est campagne de sensibilisation et de mobilisation, ça peut être sur les réseaux sociaux, des campagnes de pétition, d'affichage, etc. Vous avez le plaidoyer politique et le lobbying. On dit souvent, souvent les activistes vont avoir tendance à dénoncer les lobbyistes, mais les activistes sont des lobbyistes hors pair. Et quand vous allez à Bruxelles, les ONG sont très très bien représentées, elles ont des bureaux de représentation permanents et ils ont un accès aux politiques qui est absolument considérable et souvent bien supérieur à des industries qui, malgré les moyens qu'elles déploient, ont beaucoup de mal à accéder aux décideurs ou aux élus politiques. Enfin, dernière forme d'engagement, tout ce qui est l'engagement direct, le bénévolat, l'éducation, c'est des gens qui font vivre véritablement la cause. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'être capable de classer les activistes, pas en fonction de leur légitimité, mais de l'impact qu'ils peuvent avoir. Là, j'ai mis deux axes. Moi, souvent, je fais ça quand je travaille pour des clients. Hard et soft en vertical. Donc, hard, c'est ceux qui sont costauds, qui sont assez radicaux et assez agressifs. Et les soft, c'est ceux qui sont plus cool. Et en horizontal, les spécialistes ou les généralistes. Et ça, c'est intéressant parce que ça vous permet tout de suite de voir ceux avec lesquels vous allez pouvoir bosser. C'est sûr, ce sera plus simple de travailler avec des généralistes soft, comme le WWF. Là, j'ai pris l'exemple du secteur plastique, parce qu'il y a beaucoup de plastique bashing. Vous aurez plus de facilité à négocier, discuter, conclure des partenariats avec le WWF qu'avec, en haut à gauche, Zero Waste France. Là, pour Sanofi, je travaille un peu pour eux en ce moment sur le scandale de la dépakine. Bon, bah pareil, sauf que là, j'ai fait des axes différents. Au lieu de faire hard soft en vertical et généraliste spécialiste en horizontal, j'ai mis ceux qui vous sont opposés ou ceux qui sont potentiellement des alliés et influents ou peu influents. Ça vous permet, une fois de plus, de voir comment vous vous situez et quel peut être l'impact des différents activistes auxquels vous faites face. Ce qu'il faut retenir sur l'activisme, très rapidement, c'est comme je le disais précédemment, c'est ni bon ni mauvais. C'est d'abord une cause, quelle qu'elle soit. Ça peut être violent ou violent, de bonne foi ou malhonnête. Hein. C'est pas parce que vous êtes un activiste que vous êtes forcément dans le camp du bien et que vous dites la vérité. C'est d'abord une méthode et un état d'esprit, des mouvements qui sont souvent très gazeux. Et c'est vrai que la difficulté avec l'activisme, c'est qu'on a parfois du mal à les appréhender, à trouver des interlocuteurs, parce que c'est des organisations souvent très horizontales, il y a peu de leaders,
Il y a des gens qui vont s'engager dans de multiples causes et qui vont zapper, c'est-à-dire que un matin, ils vont faire la méga bassine pour ensuite aller à Notre-Dame-des-Landes, et puis après, ils seront contre l'autoroute A69. Et donc, du coup, ce sont parfois des militants qui n'ont pas une culture experte très forte et qui vont se mobiliser vraiment sur des choses, des mots d'ordre extrêmement simples et avec lesquels il est difficile d'avoir des discussions très argumentées qui reposent sur la science. Ça peut être un engagement de masse ou une avant-garde éclairée. Engagement de masse, ça peut être typiquement, je sais pas, Alternativa, vous connaissez peut-être pas, mais ils sont capables de mobiliser 10 000 personnes à Bayonne pour l'environnement, ou des avant-gardes éclairées. Le meilleur exemple, je trouve, c'est Extinction Rébellion, où vous allez avoir des jeunes de 16 ans qui vont balancer une boîte de sauce tomate sur un tableau dans un musée à Amsterdam. Ils sont pas nombreux, mais ils font beaucoup de bruit parce que ils savent avoir de l'impact. Et d'ailleurs, c'est leur volonté, c'est avoir de l'impact et faire bouger les lignes. Et retenez qu'ils ce sont de très très bons communicants. Ils maîtrisent parfaitement la communication et surtout la spectacularisation de leurs actions. On y reviendra. Et moi, je crois beaucoup pour les entreprises à la nécessité de spectaculariser un petit peu plus et faire des irruptions dans le monde du symbolique pour faire passer leur message. On observe une certaine tendance à la radicalisation, parce qu'il faut toujours faire, avoir des actions toujours plus radicales pour susciter l'émotion et pour disposer d'une part de voix dans le débat public. Ils ont globalement, les activistes, une image positive, même quand ils sont excessifs, parce que la petite jeune de 16 ans qui a balancé de la sauce tomate sur un tableau de maître, alors oui, c'est pas bien, oui, on condamne, mais bon, elle est jeune, elle fait ça parce qu'elle est inquiète de l'avenir du monde, elle travaille pour l'intérêt général, etc., etc. Donc, ils ont globalement une image assez positive, une part de voix et un impact absolument disproportionné dans le débat public, ce qui pose la question du poids et du pouvoir des minorités agissantes. Et oui, il y a des dérives, incontestablement, il y a des dérives, mais on est quand même plutôt content de les avoir. C'est-à-dire qu'on préfère vivre en France avec des dérives activistes plutôt que dans la Russie poutinienne ou en Chine communiste. Euh, que faire si vous êtes confronté très directement à des activistes et s'ils ils débarquent dans vos bureaux? Je vais aller vite, mais voilà. Apprenez sachez ce qu'ils veulent et ce qu'ils vous reprochent. Apprenez à les comprendre, parfois à dialoguer, évaluer les risques, euh, toujours communiquer et être transparent, même si c'est pour refuser le dialogue. Vous pouvez aller voir des activistes et leur dire, écoutez, j'ai pas envie de discuter avec vous parce que je condamne vos méthodes, parce que vous ne nous avez pas demandé, etc. Mais le syndrome de la citadelle assiégée, il est jamais très très bon. Évaluez vos politiques, sachez les remettre en question, les améliorer, vous adapter. Voyez avec vos juristes, former et préparer ses collaborateurs. Je suis toujours impressionné par le fait que souvent, des entreprises, quand sont confrontées au phénomène activiste, n'ont pas pris le temps et la peine d'éduquer leurs collaborateurs et de leur expliquer ce qui leur est reproché. Et souvent, les collaborateurs vont se prendre de plein fouet les critiques activistes et auront parfois du mal à prendre de la distance et à légitimer la position de leur entreprise quand ils sont dans un dîner en ville ou avec des copains. Donc, surveillez les réseaux sociaux, assumez vos désaccords, quand vous êtes confronté au phénomène activiste, il ne faut pas nécessairement s'excuser ou dire qu'on est d'accord avec eux. Vous pouvez assumer des désaccords à condition de le faire dans la transparence. Et enfin, soyez prudent, respectueux et à l'écoute. Alors, euh, de la communication à l'engagement, penser et agir en activiste. Euh, on est dans un monde où la crise devient de plus en plus prégnante. La crise, moi j'aime bien cette image de l'iceberg. Ça, c'est la crise. Mais la vraie crise, c'est ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que si vous avez un crash d'avion, la crise, c'est pas les médias qui vous embêtent et le fait que vous fassiez la une dans tous les médias. La vraie crise, quand vous avez un crash d'avion, c'est où sont les victimes, est-ce que je peux les rapatrier, qu'est-ce que je mets en place pour sécuriser, trouver d'autres vols à d'autres personnes, etc. Elle est là, la crise. Et finalement, la partie com de crise, c'est peut-être ce qui se voit le plus, mais ce n'est que la face émergée de l'iceberg. Donc, quand on est en situation de crise, bien faire attention à ce qui relève de la crise à proprement parler et de la com de crise.
Et aujourd'hui, et c'est ça qui est important à comprendre, notamment avec le phénomène activiste, c'est qu'on est passé dans un monde qu'on appelle un peu en permacrise. C'est-à-dire qu'avant, les crises, et c'est un peu celle que je vous ai décrite précédemment, la crise classique, comment, par quoi se caractérise-t-elle? D'abord, elle est exceptionnelle. Ça n'arrive pas tous les jours. Quand on a une crise classique, quand ça pète vraiment. Et c'est quelque chose de très, très grave. C'est quelque chose d'extraordinairement intense. Et c'est quelque chose qui requiert, pour pouvoir la traiter, cette crise, de mobiliser des moyens spécifiques. Par exemple, on va réunir la cellule de crise, qui est quelque chose qu'on ne déclenche pas tous les 4 matins. La crise d'aujourd'hui, la crise à l'heure de la permacrise, elle est un peu différente. Elle n'est pas exceptionnelle, elle est permanente. On vit dans une situation de crise permanente. Une crise chasse l'autre. Et donc, elle est moins intense, elle est plus immanente, c'est un peu un bruit de fond. Et il faut vivre avec en permanence. Et du coup, vous n'allez pas pouvoir mobiliser des moyens spécifiques pour la régler, parce que sinon, vous allez passer votre vie en cellule de crise. Donc, il faut que vous ayez une mobilisation constante. Et voilà, donc on ne gère plus les crises d'aujourd'hui comme on les gérait hier. Attention, la crise classique, elle n'a pas disparu, elle existe. Mais à cette crise classique, c'est rajouté euh, une forme de crise permanente. Alors, comment on gère une crise? Et vous avez le mode robot. Le mode robot, c'est voilà, les 10 règles d'or pour gérer la crise. On vous a formé, vous avez appris plein de choses et vous allez réciter un petit peu des méthodes. Et ça marche relativement bien, ça vous évite de faire de grosses bêtises. Vous avez le mode virtuose, où là, vous avez des gens qui improvisent, qui ne sont pas formés, qui y vont à l'instinct, et parfois, ou au talent, un peu à la one again. Parfois, ça peut donner des résultats extraordinaires, mais c'est extrêmement risqué, et moi, je le déconseille. Et enfin, vous avez le mode pragmatique, où là, bah, ça suppose d'avoir une certaine expérience, une certaine vision stratégique, du recul et des compétences. Et moi, c'est évidemment ce mode que je promeus, mais attention, le mode pragmatique, si vous voulez pouvoir le maîtriser, il faut parfaitement maîtriser le mode robot. C'est un petit peu comme quand on fait de l'improvisation au jazz. Avant, on a fait ses gammes et on a fait 15 ans de piano classique et on maîtrise parfaitement. Ou quand vous regardez une peinture de Picasso dans sa période la plus créative, peut-être, vous vous dites ah ouais, c'est étrange, tout le monde pourrait le faire, sauf que vous regardez Picasso quand il avait 12 ans, il avait une absolue maîtrise de la peinture dans son acception la plus classique. Voilà. Alors, cet écosystème, donc où il y a de plus en plus de crises, euh, il est fortement marqué par ce que j'appelle la démocratie d'opinion. On est passé de la démocratie représentative à la démocratie d'opinion. C'est hyper important de le comprendre. Il y a plein de formes de démocratie. Vous avez la démocratie sociale, locale, participative, etc. La démocratie représentative, c'est, ou délibérative, c'est celle qu'on connaît un petit peu en France, par exemple, qui consiste à déléguer notre souveraineté à des élus. Donc on va voter régulièrement, et puis ce sont des élus qui vont exercer notre souveraineté à notre place. On va leur confier notre souveraineté. Et ben aujourd'hui, cette démocratie représentative, elle est de plus en plus concurrencée par la démocratie d'opinion. Et la démocratie d'opinion, c'est le bruit ambiant, c'est les sondages, c'est les chaînes d'information, c'est les réseaux sociaux, etc., etc. Par quoi se caractérise-t-elle, cette démocratie d'opinion? Il y a plein de mots-clés que je ne vais pas détailler parce qu'on n'a pas le temps. Je le fais quand je suis sur mon workshop de 3-4 heures, mais il y a 4 mots-clés sur lesquels je vais insister. Le premier, c'est la désintermédiation. Aujourd'hui, n'importe qui peut s'exprimer devant une audience infinie. Avant, quand vous vouliez mettre une idée dans le débat public, quand vous vouliez avoir de l'impact dans le débat public, bah, il fallait publier un livre, il fallait rédiger une thèse, et puis c'était expertisé par des journalistes, par des chercheurs, etc. Et petit à petit, vous arriviez à avoir un édito dans un journal, à être repris, à être invité dans une matinale, etc. Donc il y avait une intermédiation de l'information. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, vous n'avez plus besoin de cette intermédiation. Tout est désintermédié et il suffit d'avoir un compte YouTube avec un bon contenu pour pouvoir tout à coup s'adresser à une audience absolument infinie. Donc c'est une force pour les activistes, mais ça peut aussi être une force pour les entreprises, puisque les entreprises, les dirigeants, ont la capacité, eux aussi,
à s'adresser à une audience absolument infinie. Deuxièmement, l'algorithmisation et les biais de confirmation, bah ça, vous le savez, on va vous enfermer dans des bulles de confirmation. Et donc, plus vous regardez des petits chats sur YouTube, plus on vous proposera des petits chats. Et autre exemple, plus vous regardez des trucs d'activistes sur, je sais pas, un islamisme, euh, sur les méga-bassines, sur la vaccination, plus on vous proposera des contenus qui vont vous enfermer dans vos certitudes. Enfin, pas enfin, mais égalisation des rapports de force. Avec cette désintermédiation, tout le monde a le même poids. Et vous pouvez avoir des activistes extrêmement minoritaires qui représentent absolument rien du tout, qui vont avoir un impact énorme. Euh, un activiste ou un lanceur d'alerte peut arriver tout seul avec une page Facebook à faire perdre des dizaines de milliards de capitalisation boursière à une entreprise. Il y a une égalisation des rapports de force. Moi, j'aime bien l'analogie avec la doctrine de dissuasion nucléaire française. Quand la France décide dans les années 60 de se doter de l'arme atomique, c'est pas pour rivaliser avec l'Union soviétique ou avec les États-Unis, parce que eux, ils disposent de plusieurs milliers de têtes nucléaires, et la France n'avait que, je sais pas, 100 ou 200 têtes nucléaires. Mais ça permet d'égaliser les rapports de force et de dire à l'Union soviétique, OK, vous allez pouvoir détruire la France avec vos têtes nucléaires, mais ça va vous coûter Moscou et Saint-Pétersbourg. Êtes-vous prêts à ce sacrifice? Donc, les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est un peu l'arme nucléaire des activistes qui leur permet d'égaliser les rapports de force avec ceux qu'ils combattent. Et enfin, désacralisation de la parole publique. On ne croit plus aux experts. On fait davantage confiance à ces réseaux proches qu'à une parole. Voilà. Thierry Casasnovas, qui vous explique qu'on soigne le cancer avec du jus de carotte, va avoir autant d'impact qu'un professeur de médecine qui a fait 25 ans d'études. Et ça, c'est assez inquiétant, mais c'est la réalité et c'est ce dont il faut tenir compte. Conséquence pour les organisations et leurs dirigeants, pour vous, c'est donc qu'on est en crise permanente. On en a déjà parlé. Ça, c'est un truc important. On est passé de la corporate social responsibility à la corporate social accountability. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant, les entreprises qui avaient des politiques RSE assez ambitieuses pouvaient s'en prévaloir et s'en servir pour faire la différence et pour montrer qu'elles étaient responsables, qu'elles faisaient des choses bien. Et ça créait de la préférence de marque. Ça permettait même d'augmenter ses prix, par exemple, parce qu'on était plus respectueux de l'environnement, des conditions de travail, etc. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On est passé à la corporate social accountability, c'est-à-dire que vos politiques RSE, c'est le minimum que vous devez faire. C'est plus quelque chose qu'on va vous créditer, dont on va vous récompenser. C'est quelque chose qui, si vous ne le faites pas, alors vous serez sanctionné. C'est un peu le license to operate. C'est plus du nice to have, c'est le must have, c'est obligatoire. Donc là, je passe vite parce que sinon je vais être en retard. Et les conséquences pour les dirigeants, c'est que face au phénomène activiste, face à cet écosystème informationnel hystérisé et brutalisé, il faut accepter de s'exposer et ne pas refuser le débat. Et il faut choisir un combat, comme le faisaient les patrons activistes dont on parlait au début, pour revendiquer votre contribution à l'intérêt général. Alors, comment penser comme un activiste? Là, il y a le bouquin The Activist Leader, il donne un certain nombre de clés. Donc, il y en a quelques-unes. Je les ai reprises, je les ai mises un petit peu à ma sauce. Et je ne vais pas les détailler ici, parce que vous pouvez le retrouver dans le bouquin. Moi, je vais vous proposer euh, un truc qui est assez original, que j'aime bien, dont je suis assez content. Je vais faire une analogie entre les techniques de guérilla et les stratégies d'influence. Stratégies d'influence que vous devez maîtriser si vous voulez utiliser les méthodes activistes ou vous prémunir des méthodes activistes. Et donc là, on va prendre à gauche, vous avez un guérillero Viet Cong, fin des années 60 au Sud-Vietnam, et à droite, un gentil petit lobbyiste d'IRCOM, affaires publiques, etc., d'une grosse boîte du CAC 40 en France ou ailleurs. De quoi avait-il besoin, le guérillero Viet Cong, pour gagner face aux Américains qui étaient au Sud-Vietnam et qui étaient militairement bien, bien, bien supérieurs? Comment ont-ils fait pour faire vaciller la superpuissance américaine? Eh bien, il y avait besoin de 5 ingrédients. Et ces 5 ingrédients, c'est ceux aussi que vous devez avoir si vous voulez gagner. Donc voilà, là, on va regarder comment transposer
dans le monde du corporate des méthodes qui sont empruntées au monde de l'activisme militant. Première chose dont vous avez besoin, et dont avait besoin Guerriero Viet Cong, c'est une cause, une idéologie. Il devait y croire et la défendre. Lui, sa cause, c'était le socialisme et l'indépendance du Vietnam et la lutte contre l'impérialisme. Et il se battait pour ça. Il y croyait et ça motivait tout le monde. Il avait également besoin du support de la population et de l'opinion publique. Parce que Guerriero Viet Cong, quand il était dans la jungle, s'il voulait pouvoir manger, eh ben, il avait besoin du support des villageois qui allaient leur donner du riz, du poisson séché ou des boulettes de viande. Sinon, ils mouraient de faim. Donc, il fallait gagner les cœurs et les esprits et avoir le support de la population. Enfin, pas enfin, mais il avait également besoin d'être armé pour lutter contre les Américains. Eux, leurs armes, c'était quoi? C'était des AK-47 et des RPG. Vous, votre arme, aujourd'hui, parce qu'on est heureusement dans un monde démocratique et non violent, vos armes, c'est vos médias, c'est votre capacité à porter une parole. On a parlé beaucoup de désintermédiation, bah, c'est les réseaux sociaux, votre blog, votre accès aux journaux, etc. Il avait également besoin, le guerriero, de l'effet de surprise. On parle beaucoup de guerre asymétrique, de spectacularisation. C'est une nouvelle attitude. Quand les Viet Cong lancent l'offensive du Tet en janvier-février 1968, ils attaquent les Américains absolument partout au Sud-Vietnam. Ça crée un effet de blast et de surprise phénoménal. La population américaine voit sur les télés et les broadcasts américains des mecs en pyjama qui pénètrent dans les jardins de l'ambassade américaine à Saïgon. C'est un traumatisme absolu, mais cet effet de surprise, cette spectacularisation a eu un effet ravageur. Et même si l'offensive du Tet est une défaite militaire absolue pour les Viet Cong, parce qu'ils se font massacrer, véritablement, c'est une victoire militaire pour les Américains, et ben, malgré cette victoire militaire, ça reste une défaite politique, puisque c'est à partir de l'offensive du Tet que le désengagement des Américains, parce que l'opinion publique a été traumatisée par ça, et ben, le désengagement américain, il commence à partir de 1968. Et enfin, et donc oui, pardon, je reviens sur l'effet de surprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes confronté au phénomène activiste, si vous attendez 3 semaines, un mois avant de faire valider vos éléments de langage par vos headquarters à Chicago et qu'il faut qu'il y ait la compliance, le légal, le juridique, la communication, etc., qui valident vos éléments avant que vous puissiez vous exprimer, vous êtes mort. Il va falloir être beaucoup plus agile et beaucoup plus rapide. Et dans les grosses boîtes corporate, c'est assez difficile. Enfin, il faut être patient et s'inscrire dans une perspective de long terme. La guérilla, c'est pas une blitzkrieg, c'est pas un sprint, c'est un marathon, c'est un Ironman, c'est un ultra trail. Il faut accepter de s'inscrire dans le long terme. On remporte pas la guérilla en un coup. Ça demande du temps. Voilà, je trouve que cette analogie, elle est assez intéressante. Elle vous permet de bien comprendre comment vous devez shifter en tant qu'entreprise si vous voulez soit faire face au phénomène activiste, soit vous inspirer des méthodes activistes. Alors, tout ça, en fait, ça nous amène à l'avènement de ce que j'appelle moi le corporate engagement, qui est un peu une nouvelle discipline pour imaginer déployer des stratégies d'influence. Parce que globalement, vous avez trois options aujourd'hui. Soit dans ce débat public hystérisé et un peu brutalisé, vous décidez de vous planquer et de vous soustraire au débat en espérant ne pas être attrapé par la patrouille. Et ça peut fonctionner un temps. Ça, c'est la première option, mais ça ne tient pas très longtemps. La deuxième option, c'est vous réfugier derrière ce que j'appelle le corporate bullshit, qui a été pondu par des juristes et des communicants mal d'inspiration. Et donc ça, c'est la maladie des entreprises aujourd'hui, le corporate bullshit, parce que oui, c'est confortable, mais on voit que c'est pas sincère, personne n'y croit, et donc ça marche pas. Et vous allez être pris en flagrant délit d'insincérité. Et je pense qu'aujourd'hui, s'il y a un truc qui est important, c'est la sincérité. Ou alors, c'est la troisième option, moi, celle que je recommande, qui consiste à prendre part au débat pour mieux maîtriser le cours des événements, voire en tirer un bénéfice. Alors, c'est un peu plus risqué parce que ça demande de vous exposer, mais c'est beaucoup plus exaltant. C'est-à-dire que quand vous êtes pris dans un débat public parce qu'il y a des activistes qui vous embêtent, c'est un peu comme quand vous faites du rafting. Si vous êtes dans une rivière avec beaucoup de débit, si vous voulez aller d'un point A à un point B, eh ben, il faut aller plus vite que le courant. Donc, il faut ramer.
Donc ça fait peur parce que vous prenez de la vitesse, mais c'est ça qui va vous permettre de maîtriser votre direction et donc de maîtriser votre exposition dans le débat public. Alors moi j'ai trois convictions, c'est que tout ce qui est communication, lobbying, RSE, enfin, etc., ça a perdu sa dimension stratégique. Et ce qui est important, c'est d'arriver à les combiner, donc lobbying, affaires publiques, de rajouter la RSE, de mieux tenir compte des méthodes activistes, etc. Et que c'est ça qui va permettre de renouer avec une dimension beaucoup plus stratégique. Et finalement, c'est un nouveau métier qui apparaît, que moi j'appelle le corporate engagement, et qui consiste à imaginer et déployer des stratégies d'influence pour avoir de l'impact et transformer son environnement. Et si c'est ça, être un activiste, eh ben alors pourquoi pas? Et je pense que ça fonctionne, en tout cas moi je l'expérimente, et ça donne des résultats qui sont assez intéressants. Alors, quels sont les fondamentaux d'une stratégie d'influence pour avoir de l'impact et faire face au phénomène activiste? Moi, je vais vous donner un exemple, je vais essayer d'aller assez vite. C'est celui de Sciences Po. Fin des années 90, début des années 2000, moi j'étais directeur de la communication de Sciences Po auprès de Richard Descoings, l'emblématique directeur de Sciences Po, qui est mort dans des circonstances assez étranges à New York en 2013. Et Sciences Po à l'époque n'avait pas de gros problèmes. Voilà, c'était une belle image, assez prestigieux, etc. Mais déjà, on décelait une petite perte de vitesse. C'était perçu comme un petit peu trop franco-français, euh, un peu trop élitiste au sens étriqué du terme. Alors, on décide de faire plein de réformes. On a organisé la scolarité, on l'a fait passer de 3 ans à 5 ans, on a fait l'ouverture internationale, on a fait plein de choses absolument formidables. Mais c'était pas suffisamment fort, impactant pour transformer l'image de Sciences Po, sa réputation et son influence. Quand on a fait les ZEP, je ne sais pas si vous vous en souvenez, des conventions éducation prioritaire, pour faire rentrer à Sciences Po des gamins qui venaient de banlieues, de zones d'éducation prioritaire, etc., ça a été là quelque chose d'extraordinairement puissant, de très fort, parce que on faisait quelque chose qui s'était jamais fait en France. On faisait quelque part une forme de discrimination positive et on posait dans le débat public la question de l'égalité des chances dans l'enseignement supérieur sélectif et de l'incapacité, malgré nos principes républicains ultra vertueux, à créer de la mobilité sociale dans l'enseignement supérieur sélectif. Et ça a été un déferlement médiatique, on s'en est pris plein la tête, parce que voilà, on nous accusait de faire de la discrimination positive, etc. Mais ça a formidablement bien marché, parce que autant toutes nos réformes là, personne n'en parlait parce que c'était pas suffisamment polémique, autant là, grâce aux conventions éducation prioritaire, il y a eu un effet de focalisation sur Sciences Po avec une polémique. Et quand le petit Mouloud, il était à Aulnay-sous-Bois, dans une ZEP, qui rentre à Sciences Po grâce aux conventions éducation prioritaire, et que 2 ans plus tard, il se retrouve à Stanford parce que la troisième année obligatoire à l'étranger, c'est une réalité, et ben ça devient Mouloud, de Aulnay-sous-Bois à Stanford. Comment? Grâce à Sciences Po, l'établissement qui s'est le plus réformé, qui a fait les ZEP, qui s'est ouvert à l'international, etc. Et grâce à Mouloud, on arrivait à faire passer toutes les réformes que nous avions faites précédemment et qui n'intéressaient pas énormément l'opinion publique. Donc les ZEP, et donc ce tempérament un petit peu activiste, ce risque que l'on a pris, cette volonté qu'on a eue de faire irruption dans le débat public avec quelque chose d'assez polémique a été extraordinairement porteur et nous a permis de faire passer tous nos messages. Alors ça ne se fait pas n'importe comment, je ne le détaille pas, mais retenez que cette stratégie qui consiste euh, euh, à arrimer votre stratégie d'influence à un bon sujet de débat public, c'est quelque chose qui est extraordinairement puissant, qui est gratuit et qui est durable. La question qui se pose, c'est quelles sont les 6 caractéristiques que ce sujet de débat public doit comporter pour que je puisse y arrimer ma stratégie d'influence. Et ben d'abord, il doit être clivant, parce que s'il n'est pas clivant, il ne va pas interpeller, et donc il n'y aura pas la puissance qu'il doit avoir. Il doit être pertinent, parce que la provocation pour la provocation, ça ne marche pas. Et là, la question de euh, l'insuffisante diversité sociale dans l'enseignement supérieur sélectif, c'est un vrai sujet, il est pertinent. Il doit être précis, il doit être ciselé, c'est-à-dire que si vous avez un sujet trop large, vous allez perdre les gens et vous n'arriverez pas à les embarquer. De même, s'il est trop précis,
trop pointu, vous n'allez intéresser personne. Si vous êtes, je sais pas, une boîte dans les IT et que votre sujet de débat public, c'est la certification de la blockchain 2.0 dans la certification des tokens, machin, etc., vous allez perdre tout le monde. Quatrièmement, il doit relever de l'intérêt général, ça doit intéresser tout le monde. Il doit être singulier, c'est-à-dire que là, dans le cas présent, dans le cas de Sciences Po, c'est Sciences Po qui portait le sujet. Et du coup, tous les journalistes, quand ils avaient un sujet à faire sur la diversité, sur l'égalité des chances, eh ben, ils se tournaient vers Sciences Po. C'est vraiment Sciences Po qui est devenue la figure emblématique qui a incarné avec Richard Descoings ce sujet de l'égalité des chances. Et enfin, il doit être en ligne avec votre business et votre culture d'entreprise. N'ayez pas peur. On ne pourra pas vous reprocher de faire monter dans le débat public un sujet qui sert vos intérêts business. Au contraire, c'est parfaitement légitime. Donc voilà, il faut que ce soit en ligne avec votre business et votre culture d'entreprise parce que tout ça, on ne le fait pas pour rien, on le fait pour avoir de la croissance, pour gagner de l'argent et pour faire prospérer son entreprise. Et tout ça, c'est gratuit, comme je le disais. Alors, là, j'ai listé, je ne vais pas les détailler parce qu'il va falloir que je conclue pour laisser la place aux questions. Mais il y a plein de leviers qui existent, hein, des leviers qui relèvent du débat public, du lobbying, du grassroots. Le grassroots, c'est comment je fais germer des petites graines, comment je mets dans le débat public des sujets qui vont prendre de l'importance. C'est comment je gère mes parties prenantes, la communication corporelle, ce qui est le plus classique, et la communication interne, qui est fondamentale et qu'on néglige trop fréquemment. Donc voilà, là c'est plein, c'est un peu une boîte à outils pour éviter d'avoir des trous dans la raquette quand vous voulez avoir une stratégie d'influence à impact ou faire face aux phénomènes activistes. Euh, Conclusion, quelles sont les qualités requises pour devenir un leader activiste ou une dirigeante, un dirigeant influent? C'est tout bête, hein, mais c'est l'intérêt pour le débat public et la curiosité intellectuelle, tout simplement. Il faut une bonne culture générale. C'est accepter de s'exposer, de s'engager, de prendre des risques. C'est vrai que ça fait peur. Et c'est vrai que souvent les dirigeants ne veulent pas s'exposer parce qu'ils savent pas faire, parce qu'ils ont peur de l'impact, parce qu'ils n'ont pas le temps pas de temps à y consacrer. Et pourtant, c'est fondamental. C'est une certaine forme d'humilité, de bienveillance, accepter d'être remis en cause. C'est ne pas se disperser ni confondre influence et visibilité. Et c'est jouer collectif et dans la durée. Vous ne pouvez pas le faire seul. Et je vous parlais, donc ouais, c'est être un honnête homme au sens du XVIIe siècle. Relisez les, euh, les aphorismes de La Rochefoucauld ou de La Bruyère. C'est quelque chose qui est absolument délicieux et qui vous apprend beaucoup. Et donc, je vous parlais d'Antonio Gramsci, je vais terminer là-dessus très rapidement. En général, sur mon workshop, je passe au moins un quart d'heure, 20 minutes sur Gramsci. Retenez Gramsci, c'est le fondateur du Parti communiste italien au début du XXe siècle, et il a théorisé la notion d'hégémonie culturelle. Et donc, il a compris, c'était un marxiste, mais un marxiste hétérodoxe, et il a compris que pour arriver à, à remporter la bataille politique, et la bataille politique, pour vous, entreprise, ça peut être obtenir une loi qui vous est favorable, un amendement dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui va vous permettre d'obtenir un meilleur prix pour vos médicaments si vous êtes dans l'industrie pharma, un amendement pour que si vous êtes dans le plastique, on vous mette un peu moins de contraintes. Et ben pour gagner cette bataille politique, il faut d'abord mener la bataille culturelle. La bataille culturelle, c'est quoi? C'est la bataille auprès de l'opinion. Les politiques partaient du principe que c'est pas que ce sont des lâches, mais c'est qu'ils ont peur et que s'ils ne sentent pas que vous avez l'opinion publique avec vous, alors vous n'obtiendrez pas le résultat politique pour lequel vous vous battez. Donc ne négligez pas, c'est ça un peu la grande... voilà, je le fais en hyper court, hein, je suis désolé, il faudrait détailler beaucoup plus. Et j'ai un article là, il y a le lien, si ça vous intéresse, mais sur LinkedIn, j'avais publié un article sur Gramsci. C'est que si vous voulez obtenir des résultats concrets auprès des sphères, des décideurs, de la technostructure, des politiques, il faut d'abord mener la bataille culturelle, c'est-à-dire convaincre l'opinion publique, gagner les cœurs et les esprits. Voilà, j'ai à peu près tenu le timing. C'est très frustrant parce que ça va trop vite et que j'aurais plein d'autres trucs à vous dire et que j'ai l'impression que ça fait que 5 minutes que je vous parle, mais comme ça, je vais pouvoir répondre à vos questions. C'est bon, Oui, Delphine? oui, 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 super. Merci beaucoup, Xavier. Donc là, je laisse la parole à Maëlle, car nous avons quelques questions.
Oui, merci beaucoup Xavier. Alors, on a eu quelques questions. La première question qui a été posée est la suivante. Il y a une analyse intéressante pour étudier les sujets que vous avez évoqués. Donc, c'est le principe des parties prenantes subtiles. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'intégrer cela à votre approche? Ah bah, ça fait partie de l'approche. Moi, quand on me consulte, par exemple, pour dire, voilà, j'ai un sujet, je suis attaqué sur tel ou tel truc, par exemple, sur le secteur aérien ou sur le plastique, le premier truc à faire, c'est d'avoir une très bonne vision de l'écosystème et de toutes les parties prenantes. Et ces parties prenantes, et c'est là que avoir des clés de lecture, moi en tant qu'activiste ou ancien activiste, j'arrive à comprendre euh, ce qui est en jeu. C'est-à-dire qu'il faut aller creuser. Il faut savoir bah, qui sont les activistes, ce qu'ils veulent, quelles sont leurs méthodes, quelles sont leurs différentes typologies. Et c'est le mapping que j'ai fait au tout début. Donc oui, c'est fondamental. On peut pas faire abstraction de la réalité de votre écosystème. Qui sont les parties prenantes, qu'est-ce qu'elles veulent et quels sont tous leurs sous-bassements idéologiques. Vous avez des choses extrêmement différentes. L214, par exemple, quand on voit L214, vous savez, c'est ceux qui font des vidéos dans les abattoirs, dans les élevages, etc., et qui dénoncent les conditions de l'élevage industriel, d'abattage, etc. Alors, quand on prend que ça, on dit, ah, ils ont raison. Ah, c'est horrible. On est ému par les images qui mettent en ligne et qui sont vraiment dures à supporter. Mais il faut creuser et il faut savoir que qui les finance, d'où ils viennent, quelle est leur philosophie. Et que L214, c'est pas uniquement des gens qui sont là pour défendre le bien-être animal. C'est avant tout là des gens qui sont pour le véganisme absolu et qui dénoncent toute forme d'exploitation animale et qui portent une idéologie et une philosophie qui est assez inquiétante, hein, honnêtement. Et donc ça, faut être capable de le voir. Donc faut creuser. Faut pas se contenter de la surface. Faut vraiment comprendre ce qu'il y a derrière. Merci. Alors, une autre question, c'est avez-vous un exemple d'un mauvais sujet de débat public choisi par une entreprise? Euh, ah, euh, alors, pas forcément de mauvais débats, mais de mauvaises stratégies. C'est ce qui consiste à minimiser son impact. Si je reprends le cas du plastique, vous pourriez dire, mais attendez, pourquoi vous nous embêtez avec le plastique? Ou le secteur aérien, moi je trouve qu'il est vachement intéressant le cas du secteur aérien, c'est le secteur aérien ne représente que 2% des émissions de gaz à effet de serre. Donc pourquoi vous nous embêtez alors qu'on ne représente que 2% du... Il y a d'autres choses à faire. Et ça, c'est pas la bonne approche. Parce que quelque part, vous donnez le sentiment que vous vous soustrayez à votre responsabilité. Et que si tout le monde tient le même argument, bah, on n'avancera pas. Merci beaucoup. Là, dans la mode aussi, hein. Ça peut être dans la mode où regardez Shein qui dit, mais non, nous, on travaille avec plein de petits artisans, on est responsable, on fait plein de choses formidables, etc. Et juste, ça passe pas, quoi, parce ils sont pas crédibles. Je pense que ce qui est important, quand on met un sujet dans le débat public, c'est être aussi capable d'assumer là où on n'est pas bon et le dire. Sur l'industrie plastique, moi, une des stratégies que j'avais proposées, c'est imaginer un monde sans plastique. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est souhaitable? Et à quoi ressemblerait le monde aujourd'hui? Sur le secteur aérien, c'est pareil. Oui, on reconnaît qu'on émet des gaz à effet de serre. Mais imaginez un monde dans lequel il n'y aurait pas d'avion. Est-ce que c'est une société souhaitable et désirable? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose à faire pour compenser, etc. Mais peut-on renoncer à l'aviation? C'est horrible. Plus découvrir de culture, plus rencontrer des gens, ne plus voyager. Enfin, c'est une société qui fait peur quelque part. Le raisonnement par l'absurde fonctionne très très bien. Merci beaucoup. On nous demande aussi comment jugez-vous la description de la gestion de crise telle qu'elle est faite dans la série Canal La Fièvre? On retrouve certains aspects de ce que vous décriviez. Ouais, ça fait partie des choses à voir. Il faut regarder La Fièvre, faut regarder Baron Noir, faut regarder lire Gramsci. Là, il y a un certain nombre de fondamentaux. Il y a aussi le bouquin de David Colomb sur la guerre informationnelle, qui est sorti il y a un peu plus d'un an et qui est maintenant édité au format poche. Euh, bah, alors, je trouve que c'est un peu exagéré, La Fièvre, mais les mécaniques sont là. Les mécaniques sont là. Regardez La Fièvre. Et il vous en parle de Gramsci dans La Fièvre. La bataille culturelle, on est à fond dedans, quoi. Et comment il maîtrise les symboles.
Donc, La Fièvre, super, à regarder. Très, très crédible, même si c'est très exagéré et si tout est accéléré. C'est-à-dire que voilà, ça va quand même un petit peu moins vite dans la vraie vie. On a encore quelques questions, on a encore un peu le temps. Connaissez-vous des cas d'entreprises ou d'organisations qui utilisent des groupes d'activistes pour ébranler des concurrents adversaires? Ah bah ça, oui. Enfin, alors, des groupes d'activistes, oui, mais en illégal. C'est-à-dire que je connais peu d'entreprises qui ont euh, utilisé ou instrumentalisé des activistes pour faire prospérer leurs intérêts. En revanche, on a, euh, de façon publique, hein, en revanche, on a clairement des, euh, des entreprises ou davantage des États qui vont utiliser des groupes activistes, mais souvent de façon illégale. Vous regardez la Corée du Nord, vous regardez la Russie, la capacité qu'ils ont à, on parle des fermes de trolls, etc. C'est quelque chose, oui, qui est utilisé dans la guerre économique. Vous avez des entreprises qui ont eu à subir des attaques de hackers, par exemple. Et ça a été piloté soit par des entreprises, soit par des États, mais souvent par des États. Dans le bouquin de David Colomb, c'est très, très bien parlé, hein. Il montre bien aussi comment les, euh, tous les états-majors des armées, quelles qu'elles soient, ont intégré la guerre informationnelle dans leur doctrine militaire. Très important, la guerre informationnelle. Toutes ces transpositions, on peut les faire, hein. Moi, j'ai essayé de transposer un petit peu la guérilla et comment les techniques de guérilla pouvaient être transposées dans le monde des entreprises, mais vous l'avez aussi dans la doctrine militaire. Beaucoup de choses que vous pouvez reprendre des doctrines militaires pour les appliquer dans le monde de l'entreprise. Merci. Et alors, on a encore deux petites questions. La bataille de l'opinion a-t-elle la même importance dans le B2B? Oui, complètement. Moi, je me souviens quand j'étais dans l'industrie pharma, euh, j'avais une réunion avec mes homologues qui étaient des DIRCOM, directeurs des affaires publiques, etc. Et on s'interrogeait sur la réputation de l'industrie pharma qui n'est pas bonne. Il y a un gros problème de réputationnel dans l'industrie pharma. Et moi, je disais, ouais, mais il faut qu'on convainque l'opinion publique. Il faut qu'on ait une bonne image auprès de l'opinion publique. Et un de mes homologues me dit, mais non, nous, on est en B2B. Ce qui nous intéresse, c'est le prix des médicaments. Ça, c'est du B2B. Et le prix du médicament, c'est pas l'opinion publique qui le décide. C'est pas avec l'opinion publique que je vais négocier mon prix. Je vais négocier mon prix avec le CEPS, Comité économique des produits de santé, avec la HAS, Haute Autorité de la Santé. Et donc, finalement, le grand public, je m'en fous. C'est pas mon écosystème. Moi, je dois négocier avec les politiques, avec les autorités, avec la technostructure. C'est un format B2B 100%. Et je lui dis, mais est-ce que tu crois que pour parvenir à tes fins, tu peux te permettre d'être durablement détesté par l'opinion publique? Ne crois-tu pas que si tu veux négocier un bon prix en B2B avec le CEPS, tu dois avoir le soutien de l'opinion publique et avoir une belle image? Et on l'utilise tous les jours. Quand on négocie, moi je me souviens de stratégies quand j'étais dans l'industrie pharma encore, où on voulait faire en sorte que notre médicament il soit remboursé dans une indication thérapeutique pour lequel il ne l'était pas. Vous savez, parfois vous avez des médicaments, ils sont remboursés pour la polyarthrite rhumatoïde, mais pas pour la maladie de Crohn, par exemple. Eh ben, il faut obtenir une extension thérapeutique. Eh ben, pour y parvenir, ça se négocie avec les autorités de santé, mais on faisait intervenir des associations de patients, on faisait des sondages, on communiquait sur ces sondages pour montrer qu'il y avait une pression de l'opinion publique pour que le décideur, même si c'est du B2B 100%, bah, il sente qu'il a un peu la pression et que ça répond à une demande sociale légitime. Donc, même en B2B, ça compte d'avoir des stratégies d'opinion efficaces. Et je pense qu'on a le temps pour une dernière question qui est, avec l'arrivée donc de Donald Trump, voyez-vous une évolution dans ce que vous dites? Bah, on est à fond dans la guerre informationnelle. Euh, ça va. Moi, ce dont j'ai peur, c'est que moi, il y a un truc pour lequel je me bats, c'est la nuance, le courage de la nuance. Et je m'appelle Clashman, Clashman Corp, mais c'est pas pour aller au clash.
c'est au contraire pour faire face au clash. Clashman Corp, c'est face au clash, le courage de la nuance. C'est comment on est capable de restaurer un petit peu de nuance dans le débat public. Comment on est capable de montrer que c'est plus compliqué que ça et qu'on ne peut pas se limiter à avoir des stratégies qui sont uniquement fondées sur la brutalisation et l'hystérisation du débat public. J'ai peur qu'avec Trump, on aille toujours plus loin dans cette dégradation du débat public et les entreprises sont parfois un petit peu démunies, quoi, et savent pas quoi faire. Un tweet de Trump peut être ravageur. Donc ouais, ça va plutôt tendre les choses. Il faut savoir y faire face. Merci beaucoup. Alors, on a encore peut-être 2 minutes, donc je peux peut-être en poser une dernière. Euh, J'essaye alors, d'aller vite. l'Allemagne, pardon? J'essaye d'aller vite. Ah, C'est très bien. l'Allemagne a-t-elle joué un rôle dans la fermeture des centrales nucléaires en France? Alors déjà, il n'y a pas de centrales nucléaires qui ont fermé en France, à part Fessenheim, mais ça a été décidé pas par rapport à l'Allemagne, c'est suite à Fukushima, et c'est plutôt un deal qui a été passé entre Hollande à l'époque et les écolos qui faisaient partie du gouvernement. Je pense pas que l'Allemagne ait joué un rôle dans la fermeture des centrales nucléaires françaises. Je pense que il y a un problème de désinvestissement, il y a eu un problème politique interne à la France, mais c'est pas l'Allemagne. En revanche, l'Allemagne paye assez cher, en tout cas en termes de décarbonation, la décision qu'elle a prise après Fukushima de fermer ses centrales nucléaires. Mais on va en bénéficier, hein, puisqu'on va leur vendre beaucoup d'énergie décarbonée, donc profitons-en. Et aujourd'hui, on voit à quel point l'Allemagne a des difficultés économiques majeures, parce que tout son modèle industriel était fondé sur le gaz russe pas cher. Bah, le gaz russe pas cher, aujourd'hui, c'est fini, quoi. Et ils n'ont pas d'alternative. Ben, merci beaucoup, Xavier. Bon, eh bien, écoute, merci infiniment, Xavier. Tu es parfaitement dans les temps. Donc, c'était une intervention tout à fait passionnante, très impactante. Alors, vous pourrez évidemment retrouver ce replay sur notre chaîne YouTube. Donc, je vous invite à nous suivre sur LinkedIn. Nous annoncerons ce replay. Donc, merci de nous avoir suivis. Xavier, tu voulais peut-être ajouter quelque chose? J'espère que j'ai pas été trop rapide et trop théorique, mais je vous dis, voilà, sur un workshop qui dure 3 à 4 heures, arriver à faire un focus sur un des sujets du workshop, mais en 3 quarts d'heure, j'espère que vous avez quand même pu arriver à déceler un petit peu la méthode, l'état d'esprit et quelques exemples concrets. Et puis, si vous voulez en savoir davantage, je suis sur LinkedIn, vous pouvez me contacter et je vous répondrai avec grand plaisir pour creuser peut-être certains sujets que j'aurais un peu trop survolés. Écoute, merci beaucoup. Donc maintenant, je vous donne rendez-vous pour une prochaine Delville Academy le 13 février. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et une bonne fin de semaine. À très bientôt. Bye bye. Au revoir, merci.